Chapitre 1. Les origines. 15e siècle. Le monde était encore celui des hommes, fragile, imparfait, grouillant de croyances et de guerres. La magie n'existait que dans les contes, les monstres dans les cauchemars des enfants, et les cieux gardaient leurs secrets. On priait plus qu'on ne comprenait, on survivait plus qu'on ne vivait. Les jours étaient rudes, les nuits hostiles, et pourtant tout tenait. Jusqu'à ce que quelque chose fissure ce silence ancestral. Tout avait basculé le jour où un fragment de feu tombé du ciel avait frappé les montagnes du nord, une météorite, noire, fumante. Elle avait percuté la terre avec une violence sèche, soulevant un nuage de cendres rouges. Sa surface brûlante relâchait lentement des particules invisibles qui flottaient dans l'air sans bruit, se déposant sur la peau, les toits, les langues. L'atmosphère semblait figée. Même les animaux s'éloignaient, nerveux, comme si quelque chose d'anormal venait de commencer. Et ceux qui les avaient respirés changèrent. Leur sang se mit à pulser plus fort, comme s'il répondait à un nouvel appel venu de l'intérieur. Chaque battement semblait plus lourd, plus profond. Leur peau se tendit, s'épaissit, devenue presque trop étroite pour contenir ce qui grandissait en eux. Les muscles frémirent, les os craquèrent parfois dans un silence étouffé. Quelque chose agissait, lentement, méthodiquement, comme si leur corps entier était en train d'être réécrit, par une volonté qui n'était pas la leur. On les appela surhumains. Certains invoquaient le feu, d'autres la glace, le vent ou la vitesse. Ils couraient plus vite que les bêtes, traçant dans la neige des sillons que l'œil peinait à suivre. Ils brisaient le bois à main nue, comme s'il ne s'agissait que de branches sèches ramassées au sol. Leur souffle seul faisait fondre la gelée sur les vitres, même au cœur des hivers les plus rudes. Mais ce n'était pas leur force ou leur agilité qui troublaient le plus, c'était leur regard, fixe, habité, intense. Une lueur étrange, presque imperceptible, semblait brûler derrière leurs pupilles, comme si une présence silencieuse observait de l'intérieur. Ils étaient puissants, trop puissants sans doute pour un monde aussi fragile, un monde qui, déjà brisé par les cendres du ciel, regardait ces êtres d'un œil mêlé de fascination et de crainte, incapables de décider s'ils étaient une bénédiction tombée du désastre ou une nouvelle menace encore plus imprévisible que les anciennes. On ne leur parlait pas, non parce qu'on n'en avait pas le droit, mais parce qu'il semblait à leur simple présence que les mots perdaient leur poids, que la parole devenait inutile, déplacée, même dangereuse. Et si on ne leur adressait pas la parole, on ne se risquait pas non plus à leur barrer la route, car leur regard, aussi perçant que le givre du matin, contenait une promesse silencieuse de représailles que personne ne souhaitait découvrir. Mais alors que le monde commençait à peine à s'habituer à la présence des surhumains, une autre mutation surgit, plus brute, plus viscérale. Elle ne descendait pas du ciel, mais remontait du sol. Des forêts denses et froides du pays, là où l'homme ne posait plus le pied. Quelque chose s'était déclenché, et ce n'était pas une évolution, c'était une déformation. Un soir de pleine lune, alors que la brume serpentait entre les troncs d'une forêt encore sauvage, un surhumain s'aventura seul, confiant, certain que rien ne pouvait l'atteindre. Il marchait sans crainte, son pas était sûr, son souffle calme. Mais au détour d'un sentier noyé d'ombre, un loup surgit. Un loup ordinaire, mais rapide, précis, instinctif. Le surhumain n'eut pas le temps de réagir. Dans un claquement de mâchoire, la bête planta ses crocs dans sa chair. Une morsure brève, brutale, qui transperça la peau renforcée du surhomme. Le loup disparut aussitôt, comme s'il n'avait été qu'un souffle dans la nuit, mais l'infection avait commencé, silencieuse, implacable.